qui est nécessaire pour que l'opinion marche et ne réfléchisse plus. Bien entendu, il faut présenter Israël sous un beau jour, et donc là, ça consiste à dire qu'Israël est la démocratie, la seule démocratie du Moyen-Orient, et que donc pour ça, il faut la défendre. Ça, c'est évidemment un discours absurde. C'est comme... comment voulez-vous accepter l'idée qu'une démocratie s'amène là en Palestine en 1948, vient dire Dieu a dit que nos grands-parents étaient là il y a 2000 ans, donc nous on revient, vous sortez, et tous les gens on les place dans des tentes ou dans des bidonvilles où on les condamne à l'exil. Qu'est-ce que c'est ça pour une démocratie? Qu'est-ce que c'est pour une démocratie qui refuse le simple principe une personne, une voix, et chaque personne est égale? C'est en réalité pas une démocratie, c'est un apartheid, et c'est comme j'ai eu la possibilité pour une fois de le dire à la télévision, et comme je le maintiens, Israël est l'État le plus raciste au monde. Israël est un pays colonialiste, et l'Occident a malheureusement un fameux passé colonialiste, et s'il voudrait contribuer à ce qu'on dépasse tout ça et se faire pardonner, il faudrait cesser de défendre la dernière colonie au monde, à savoir Israël. Le dernier principe de la propagande de guerre, la monopolisation de l'information, dois-je vous faire un dessin? Il y a un contrôle, il y a des listes noires sur qui peut parler dans les médias écrits ou télévisés en Belgique, privés ou publics, malheureusement. Et il y a toute une série de gens qui sont exclus de ce genre de débat et l'opinion publique n'a pas le droit de l'entendre. Donc la question du monopole de l'information, la question de la censure sur l'information dans notre Belgique démocratique ou dans la France démocratique, elle est évidente. En fait, tout ce que je vous dis là, ça ne doit pas surprendre. On ne doit pas se poser la question, mais comment ça se fait que les médias se trompent ou sont comme ça, avec des préjugés, des partis pris? C'est normal, c'est un système qui fonctionne comme ça. En réalité, il faut absolument que les gens approuvent ce que font leurs gouvernements, c'est-à-dire leurs multinationales, c'est-à-dire la couche riche de la population, la toute petite élite qui décide de l'avenir du pays. L'avenir du pays ne se décide pas aux élections, il se décide dans les conseils d'administration des toutes grosses sociétés. Et pour que l'opinion ne se pose pas trop de questions sur tout ça, on assiste vraiment à une guerre de l'information, ce n'est pas un mot exagéré, et je pense que vraiment, ça c'est la chose fondamentale dont il faut se rendre compte et dont il faut maîtriser les rouages si nous voulons pouvoir faire quelque chose. Alors j'aimerais vous donner un aperçu de la guerre de l'information et je vais vous proposer de lire le texte d'un salopard, mais d'un salopard très intéressant. Le salopard en question, c'est le général Kitson, qui était un général britannique qui avait été envoyé en Malaisie et au Kenya pour les guerres coloniales de l'Empire britannique dans les années 60. Et comme apparemment il était très bon dans la répression, Londres l'a envoyé en Irlande en 1970 parce que, comme je l'ai dit là, la Grande-Bretagne avait un grand problème. Il y avait un mouvement de résistance, l'IRA, qui n'acceptait pas la colonisation et qui disait aux Britanniques de rentrer chez vous et qui voulait la réunification de toute une Irlande libre. Et donc le général Kitson était chargé de diriger toute la répression. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout général qu'il soit, il a écrit un bouquin qui a très vite disparu de la circulation, d'ailleurs bizarrement, mais j'en ai trouvé un exemplaire et j'en ai fait une synthèse. Et dans ce bouquin, il expliquait que la répression militaire et policière classique n'a aucune chance de réussir sans, je cite, une campagne pour gagner les cœurs et les esprits. Et il appelait ça guerre psychologique stratégique. Alors qu'est-ce que ça recouvre ce terme mystérieux? Eh bien, je vais le montrer en citant les méthodes prônées par Kitson pour justement mener la guerre contre le mouvement de résistance qu'il affrontait. Méthode numéro 1. Former tous les cadres des ministères de Londres, armée, affaires étrangères, etc., aux techniques de manipulation psychologique de l'opinion. 2.
monter de pseudo-gangs qui attribueront des coups attribués à l'ennemi pour le discréditer. 3. Employer les forces spéciales SAS pour réaliser des attentats et puis dire que c'est l'ennemi, comme ça on le discrédite. 4. Créer des diversions en provoquant, je cite, une guerre de religion. 5. Fabriquer de faux documents, black propaganda, qu'on attribuera à l'ennemi pour le discréditer. 6. Infiltrer des agents ou recruter des traîtres dans les organisations de l'adversaire pour provoquer des scissions. 7. Militariser l'info de la BBC et censurer totalement le point de vue adverse. 8. Filtrer l'information à destination de la presse internationale et assurer des complicités. 9. Fournir des documents photographiques pour influencer l'opinion. 10. Utiliser des journalistes comme espions sur le terrain. 11. Utiliser la musique pour attirer des jeunes avec un message apparemment dépolitisé. Et 12. Mettre en place de faux mouvements spontanés qu'on présentera comme neutres et indépendants, mais qu'on financera pour affaiblir le soutien au camp adverse. C'est un général qui parle, et c'est un général là qui montre comment les services secrets et l'appareil de répression en général considèrent la bataille médiatique, la bataille pour l'opinion, comme la première de toutes les batailles. Excusez-moi, la mère de toutes les batailles. Je pense vraiment que c'est la bataille de l'information. Alors, pour conclure par rapport à ce que ces 5 principes de la propagande de guerre, leur application à Israël et le cadre de la guerre de l'information dans laquelle tout ça se place, la question qui nous préoccupe maintenant, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire avec tout ça? Parce que je rejoins tout à fait l'orateur précédent quand il a dit pleurer, ça ne sert à rien. Et se retrouver ici entre convaincus, c'est très bien, et on est très content d'être ensemble. Mais la chose importante n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. La chose importante, c'est ce que nous allons tous pouvoir faire demain avec nos expériences et avec notre stratégie pour gagner la bataille de l'information. Le grand problème que nous avons ici en Belgique, et je pense que ça se rencontre aussi en France et dans les autres pays européens, le grand problème, c'est la division. Quand à Bruxelles, il y a eu une manifestation le 31 décembre, il y avait une manifestation spontanée, très rapide, mais beaucoup de gens déjà. J'étais à la fois très content, parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'était très combatif, il y avait vraiment beaucoup de protestations, les gens voulaient faire des choses, et j'étais triste parce que dans cette manifestation, il y avait 95%, je vais dire, de personnes d'origine arabe ou musulmane, et je ne sais pas le terme qu'il faut employer, mais vous me comprenez, 5% de belgo-belges. Alors je n'étais pas triste parce qu'il y avait tellement d'arabes et de musulmans. J'étais triste parce qu'il n'y avait pas du tout assez des autres. La question à se poser, c'est pourquoi n'étaient-ils pas là? Et je crois que c'est beaucoup dû à ce qu'ils avaient vu à la télévision et au fait qu'ils ne voyaient pas la guerre sur Al Jazeera, mais la guerre sur RTL. Et c'est surtout dans les premiers jours 2 guerres totalement différentes. Au début, on ne montre pas l'intensité des massacres et des crimes. Quelqu'un me disait hier dans une discussion, Al Jazeera parle de l'endroit où tombent les bombes. Et RTL ou TF1 parle de l'endroit d'où on lance les bombes. Et les gens ne voient pas la même guerre. En plus, on leur a raconté le mythe qu'Israël se défendait contre les roquettes du Hamas. Nous savons tous que c'est un prétexte, que c'est un mensonge, qu'en plus c'est Israël qui a rompu la trêve et pas le Hamas. Et donc c'est ça qui explique cette manipulation de l'information. Je vais respecter mes 5 minutes, mais je crois que c'est intéressant de creuser justement les facteurs de division que nous devons affronter, parce que c'est ça qui est important. Alors, je m'excuse de citer encore un texte un peu négatif, mais je pense qu'on peut apprendre plus des adversaires que de nous-mêmes. Et après la manifestation de Bruxelles du 11 janvier, qui était, à mon avis, remarquable, une des plus belles manifestations en Europe, il est paru dans Le Soir un texte signé par Manuel Abramovitch, Claude Demelaine, c'est des gens du Journal du Mardi, et Sam Touzani. Et ce texte était intitulé « Le pouvoir aux barbus, non merci ».
Et apparemment, ils n'ont pas vu la même manifestation que moi et que beaucoup de gens, parce qu'ils décrivent la manifestation de Bruxelles comme qui donnait le ton, essentiellement des organisations politico-religieuses musulmanes, des représentants de mosquées, et la manifestation était souvent rythmée par des slogans comme Allahu Akbar. Alors j'en ai entendu un petit peu, mais la grande majorité, c'était pas ça. C'est effectivement une discussion à tenir dans nos rangs, quels sont les meilleurs slogans pour s'adresser à l'opinion publique occidentale pour la convaincre. Et là, je ne vais pas déflorer ce que va dire Tariq Ramadan, mais comme j'ai eu l'occasion d'être avec lui dans 2 débats à Bruxelles et à Lille, et que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'il expliquait, je peux vous dire en scoop qu'il va vous dire, quand vous vous adressez aux gens sur la Palestine, il faut que vous soyez universel. Il faut que vous teniez un discours qui ne soit pas un discours pour convaincre seulement les musulmans ou les croyants, mais pour convaincre tout le monde, donc avec des valeurs communes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi en expliquant les principes de la propagande de guerre, parce que ça, si vous pouvez expliquer comment l'information est faite, ou plutôt n'est pas faite, à des gens qui soient musulmans, juifs ou non-croyants, vous pourrez les convaincre en leur disant « c'est une guerre injuste, c'est une guerre des puissances coloniales riches contre les populations, c'est une guerre basée sur le mensonge. Si vous arrivez à démontrer ça, alors vous aurez effectivement été universel et efficace. » Je reviens à ce papier de cette manifestation, et là, contre cette manifestation, et là, les 3 auteurs disent nous nous adressons à la gauche, notre famille politique. Bon, tous les gens de gauche, heureusement, ne sont pas comme ça. Camarades, cessez de fermer les yeux face à la montée en puissance d'un cléricalisme musulman, intolérant, impérialiste et antiprogressiste. Voilà, rien que ça. Donc, impérialiste. Donc, le problème pour ces gens-là, le problème qu'il y a en Belgique, c'est qu'on aurait un impérialisme musulman antiprogressiste et raciste, dangereux, etc., etc. Là, on ne vit pas dans le même pays, parce que, quelles que soient les convictions, et les miennes sont ce qu'elles sont aussi, quelles que soient les convictions, je pense que le grand problème que nous avons ici en Belgique, c'est que nous avons un gouvernement et des partis qui soutiennent Israël à fond. Et je ne parle pas seulement du lobby sioniste qui évidemment est très important et influence sur les médias, mais ça va plus loin que ça. Les dirigeants de nos grands partis gouvernementaux en Belgique misent sur Israël. Ça, c'est le cheval sur lequel on mise, parce que les États-Unis, mais aussi l'Europe, ont besoin au Moyen-Orient d'un flic. Israël est le flic du Moyen-Orient, le flic du pétrole, qui est chargé de maintenir les populations arabes dans la dépendance, dans la soumission, dans la peur des armes nucléaires. On nous parle que peut-être l'Iran va les développer, Israël en a 200, ça on ne parle pas. Alors le problème qu'on a en Belgique, c'est que justement on a malheureusement une gauche de salon qui n'ose pas appeler les choses comme elles sont, qui n'ose pas dire que oui, il y a un impérialisme, mais c'est celui des États-Unis et d'Israël, et que c'est ça la grande menace qui frappe l'ensemble du monde et qui fait souffrir au Moyen-Orient, et que le problème, c'est que la Belgique et l'Europe sont complices, et que c'est là-dessus que nous devons faire pression. Alors, une minute, Michel. Pas de problème, on est dans les temps, Président, rassurez-vous. Alors justement, par rapport à cette gauche de salon, cette gauche frileuse qui parle de Nasrallah mais qui ne sait absolument pas ce que Nasrallah dit et fait, et pourquoi c'est quelqu'un qui effectivement incarne une résistance à Israël importante. Je reviens du Liban, j'ai parlé avec plein de Libanais et pas seulement des Arabes, et c'est évidemment la résistance et il faut la soutenir. Vous savez, par rapport à ce genre de texte, il y a une phrase d'un écrivain français qui s'appelle Régis Debray, qui me semble très éclairante, décrivant la mentalité qui domine chez les franco-français ou les belgo-belges, etc., et notamment dans cette gauche-là. Il disait « Ils ont enlevé leur casque colonial, mais en dessous, la tête est restée coloniale. » Il y a une mentalité dans cette gauche,
Bon, la Belgique est quand même un pays qui a colonisé le Congo, qui a commis des crimes atroces contre la population noire là-bas. Quand j'étais jeune, on me racontait dans les manuels scolaires, chez les bons pères catholiques, etc., que les Noirs étaient des fainéants, qu'ils étaient stupides et qu'heureusement qu'ils nous avaient pour un petit peu les élever. Et on m'a jamais parlé de ces crimes de Léopold II, qui était notre Hitler à nous au Congo, il faut avoir le courage de le dire. On m'en a jamais parlé et c'est bien plus tard que je l'ai découvert. Donc je pense que ces choses-là... Je pense que ces choses-là, ça marque la mentalité des gens ici, il faut le savoir, il faut en tenir compte, il ne faut pas les blâmer, il ne faut pas les agresser ou les rejeter, il faut simplement comprendre comment ils ont été formés ou plutôt déformés et donc élaborer une stratégie intelligente pour en parler avec eux et pour les faire avancer. Je voudrais... je vais arrêter parce que j'avais encore quelque chose à dire, mais comme je souhaite... Non. Je suis en train, en fait, de négocier là avec le président, donc je prends un peu moins de mon temps, mais je voudrais qu'il y ait plus de temps pour vos questions parce qu'elles sont importantes et je voudrais donner du temps à répondre aux vos questions. Je voudrais juste dire, alors, une seule chose pour conclure, si on ne retient de ceci qu'une seule chose, ça devrait être celle-ci. Parler aux gens convaincus, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'utilité. Parler entre nous, se sentir bien entre nous, oui, c'est agréable, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de parler aux non-convaincus, aux gens qui ont été trompés, et de leur parler d'une façon convaincante. Et c'est là-dessus que nous devons réfléchir et débattre ensemble. J'ai l'expérience, ça fait, certains d'entre vous savent que j'anime un site internet d'information alternative. Nous diffusons une lettre chaque semaine avec une sélection d'une douzaine d'articles du monde entier, ou des articles que parfois je fais moi-même. Et l'important, Internet nous offre des possibilités, parce que là, on n'a pas besoin de la publicité, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin... Et là, la force des gens peut faire une information de qualité. Et là, c'est la chose que je voudrais vraiment vous dire. On essaye de vous faire croire que vous êtes impuissant, que vous n'avez pas de pouvoir, que l'information, ce sont les experts et les gens riches qui la font, c'est faux. L'information, vous pouvez la faire, vous pouvez chacun dans votre vie quotidienne, à votre travail, à votre école, être un journaliste. Une autre nature que ceux d'en face, effectivement. Je ne jette pas la pierre sur les journalistes, c'est plutôt sur le système des médias. Mais vous pouvez, vous aussi, être des journalistes. Et je voudrais vraiment que la chose qui ressorte de tout ceci, c'est que vous n'êtes pas impuissant, vous avez un pouvoir, vous avez vraiment une capacité d'action, et si nous voulons être solidaires des gens de Gaza et empêcher la prochaine agression, mais pas seulement les gens de Gaza, aussi le Venezuela, le Congo, l'Irak et tous les pays qui vont être agressés s'ils résistent trop, si nous voulons ça, c'est à chacun de nous de s'engager dans cette bataille de l'information, dans cette bataille pour la vérité. Je vous remercie.